Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler d'évolution et pour vous parler des seins et des fesses et de l'attirance qu'ont les hommes, les humains, pour les fesses et les seins. Donc les mâles humains, pourquoi ont-ils cette attirance si particulière? Alors pour les fesses, on le retrouve chez les autres primates, mais d'une façon un peu différente. Mais pourquoi les hommes, donc l'espèce humaine, les hommes de l'espèce humaine, ont-ils une attirance pour les seins, alors que chez les autres primates, il n'y a pas du tout ce type d'attirance. Alors, je fais cette vidéo, la deuxième, comme je vous le dis, parce que la première, il y a eu une coupure d'électricité générale dans la région, donc en pleine vidéo, tout s'est éteint, donc je vous la refais. Alors, je vais vous la faire aussi parce que on m'a posé ces questions sur mes réseaux sociaux récemment, c'est revenu plusieurs fois. Donc je vais vous parler des seins et au passage des fesses et des variations d'attirance selon les régions entre les fesses et les seins. Les hommes qui habitent sous les tropiques seront attirés par les fesses et ceux qui habitent plus au nord seront attirés plus par les seins globalement, mais les hommes sont attirés par la bonne conformation générale d'une femme qui passe par, en fin de compte, sa structure montant qu'elle est fertile et jeune. Ça passe bien sûr par les fesses, par les seins, par la taille et un ensemble d'autres caractères sexuels secondaires. Donc, pour comprendre l'évolution humaine, pour comprendre notre sexualité si particulière, il est bon de refaire un saut dans le passé et de comprendre que l'homme est le seul primate bipède, totalement bipède, à avoir cette sexualité si particulière, c'est-à-dire une sexualité qui n'est pas régie par les périodes de fertilité des femelles et leur période d'oestrus, c'est-à-dire qu'elles ont des caractères sexuels qui apparaissent, qui indiquent au mâle que c'est le moment de les courtiser et de s'accoupler avec. Donc on voit les femelles chimpanzés qui ont les callosités fessières et la vulve qui gonfle, qui devient très rouge, très gonflée, pour montrer justement au mâle de leur espèce que c'est le moment de s'intéresser à elle et de s'occuper d'elle. On voit ça chez les autres espèces de primates qui ont aussi des rougeoiements des parties génitales, mais aussi des attitudes très particulières que prennent les femelles de ces espèces. Alors il y a la même chose chez beaucoup de mammifères, il y a des périodes d'oestrus, alors pas forcément avec un rougeoiement des parties génitales, mais dans l'attitude des femelles, il y a l'attitude et même la libération d'hormones volatiles qui indiquent à ce moment-là au mâle qu'il est temps de s'en occuper. Alors, le fait d'avoir une sexualité permanente pour l'homme pourrait passer pour une perte d'énergie parce que courtiser une femelle en permanence pour essayer de s'accoupler avec, on y est pour une jouissance, bien sûr, est en vérité pourrait paraître pour quelque chose de contre-productif, et la nature est plutôt économe. Mais en vérité, il y a un stratagème que l'évolution a mis au point pour permettre la survie de notre espèce en favorisant cette sexualité permanente qui a aussi modifié totalement notre structure. Alors, pourquoi l'homme a cette sexualité permanente? C'est comprendre pourquoi la femme a des seins, alors apparent, et pourquoi c'est important, alors que ça pourrait être quelque chose de relativement peu important, comme on peut le voir chez les autres primates. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut repartir plusieurs millions d'années en arrière quand nos ancêtres sont sortis de savane. Ils sont sortis de savane bipède, poussés par des changements climatiques, peut-être une certaine surpopulation et des changements climatiques induisant une réduction des forêts, de leur habitat, donc se retrouvant dans des zones herbacées extrêmement dangereuses où il y avait énormément de grands fauves. Les grands fauves étant pour nos ancêtres de savane, très dangereux et c'était des animaux qui tuaient énormément de femelles, particulièrement parce que la position bipède avec un petit dans les bras rend la situation d'une femelle avec un petit très dangereuse et sa survie est particulièrement mise
elle risque de mourir, hein, tout simplement, parce qu'on ne peut pas partir très vite en courant avec un petit dans les bras, puisque c'est une bipédie qui balbutiait, qui commençait, on marchait bien, on ne pouvait pas courir. Donc fuir un fauve, un tigre dans tout ça, un lion, une panthère, hein, était quasiment impossible avec un petit dans les bras. Il fallait donc rester près des arbres pour s'y réfugier quand on était une femelle. Les mâles, eux, pouvaient, avec leurs mains libres, bien sûr, taper, frapper avec des bâtons et à plusieurs, éloigner des prédateurs de taille moyenne, mais même des gros, parce qu'ils risquaient de les blesser. Ils avaient quand même cette possibilité de frapper de haut en bas, de continuer à grimper dans les arbres, qui les rendait particulièrement dangereux à plusieurs, avec des bâtons même pouvant jeter des pierres. Un bébé dans les bras, vous ne pouvez pas le faire. Donc il y a eu ce partage de tâches qui s'est fait. Les hommes se sont mis à aller chercher de la nourriture et les femmes sont restées près des arbres, les arbres près de l'eau, avec leurs petits dans les bras. C'était la meilleure option évolutive. Il n'y a pas eu un désir, ce sont pourtant des options évolutives. Les individus qui pratiquaient ce système, en tout cas les groupes, ont mieux survécu. Là-dessus, il faut savoir qu'il y a eu un changement radical de sexualité avec la disparition de ces périodes d'oestrus, puisqu'il n'y avait plus ce rougeoiement des fesses, et en plus la marche bipède fait que la femelle ne marche plus les fesses en arrière, à quatre pattes, donc la vulve qui rougeoie normalement, qui indique la période de fertilité, descend entre les jambes, en bipédie, les callosités fessières ne se voient pas, ce qui faisait disparaître en partie l'obligation d'avoir la visibilité, en tout cas visuelle, d'une période dans la couleur, dans le gonflement d'une période d'oestrus, de fertilité, et en plus le fait de ne plus avoir de période d'oestrus marquée obligeait les mâles à s'accoupler avec les femelles le plus de fois possible pour optimiser leurs chances de transmettre leur gène, puisqu'ils ne voyaient plus ce rougeoiement sous les fesses et de la vulve. Donc, il y a eu disparition des périodes d'oestrus, ça y est, et en même temps, accouplement permanent des mâles qui ne pouvaient plus voir quand est-ce qu'ils devaient s'accoupler ou pas. Et ce sont les groupes de nos ancêtres qui ont perdu ces périodes d'oestrus, qui ont vu la survie de leurs femelles augmenter d'une façon sensible, et qui ont survécu. Pourquoi ? Parce que le fait de ne plus indiquer ces périodes d'oestrus, soit par un comportement, soit par de l'odeur, des hormones volatiles, soit par ce rougeoiement des fesses, comme chez la plupart des autres primates, a fait que les mâles pouvaient échanger contre les femelles de l'attention et du sexe contre de la nourriture. Les mâles allaient à plusieurs chercher dans la vaste savane de la nourriture, de la viande, peut-être des fois des fruits, et le ramenaient à la femelle qu'ils avaient choisie pour la nourrir en échange de tendresse, dépouillage et de fornication, ce qui optimisait les chances de survie de la femelle et de son petit, parce que n'indiquant plus les périodes d'oestrus tous les mois, elle était nourrie en permanence par un mâle voulant de la tendresse et de la sexualité. Donc ça a été l'apparition de cette forme si particulière que nous, les humains, avons d'échange, sexe contre nourriture, mais aussi d'avoir cette sexualité permanente qui n'est pas liée uniquement au moment de fertilité des femelles, tout ça parce que la nature est efficiente, la nature recherche l'efficacité, et ce sont les groupes de femelles qui étaient nourris en permanence par les mâles et qui échangeaient sexe contre la nourriture, donc les groupes préhumains qui ont survécu le mieux parce que les femelles et leurs petits pouvaient à ce moment-là être nourris correctement et les petits pouvaient avoir une croissance normale pour donner des adultes capables de survivre dans un monde dangereux où il y avait plein de prédateurs. C'est uniquement parce que les femelles ne pouvaient plus s'éloigner des arbres. Donc il y a eu cette disparition des périodes d'oestrus et ce nourrissage permanent des hommes par cet échange sexe contre nourriture. Alors là, j'explique ça parce que Jarod Diamond, qui était prix Nobel, je crois, avait fait un livre qui s'appelle Le troisième chimpanzé, où il justement expliquait qu'on était le seul primate à ne pas avoir conservé de période d'oestrus, et le seul primate à avoir une sexualité permanente, et il se posait la question, donc je réponds
à Jarrod Diamond là-dessus pour lui expliquer les causes, en fin de compte très profondes. Hein. Ce sont des causes de survie. C'est pour nourrir la femelle en permanence et avoir une sexualité permanente d'échange sexe, tendresse contre nourriture. Pas que sexe, bien sûr. Hein. Les pouillages, on touche le dos, c'est agréable. Donc ça a transformé complètement l'humanité. Et le redressement aussi a fait apparaître quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire la poitrine de la femelle, que maintenant l'homme trouve beau, mais non pas comme c'est un symbole c'est devenu un symbole de beauté et de fertilité, mais un symbole de beauté et de fertilité lié à la jeunesse et à la fertilité. Oui, parce que l'homme est le seul primate à être attiré par les jeunes primates de son espèce plutôt que par les vieilles. Si vous regardez les autres primates, hein, alors les grands primates, on va parler globalement, donc chimpanzés, orang-outans ou gorilles, même gorilles, hein, ces grands primates ont une tendance à être attirés par les femelles d'un certain âge, hein, donc qui ont l'aspect de la vieillesse, un peu, qui ont les caractéristiques de l'âge, un poil grisonnant, une mamelle qui tombe un peu. Hein. Pourquoi ? Parce que la vieille femelle est une femelle expérimentée qui pourra bien éduquer et bien nourrir ses petits parce qu'elle a de l'expérience. La mortalité chez les petits des femelles plus jeunes étant beaucoup plus importante. Les mâles des primates qui ne nourrissent pas leurs femelles puisqu'ils ne sont pas dans un milieu dangereux comme la savane, hein, ils sont en forêt où il n'y a pas trop de risque de prédateurs ou quand ils arrivent, on monte directement aux arbres. Ce ne sont pas les mâles qui défendent les femelles contre les prédateurs, les mâles défendant en fin de compte un territoire et contre les autres mâles pour pouvoir avoir le privilège de féconder des femelles qui nourrissent toutes seules leurs petits. Donc ces mâles qui sont très violents et qui défendent leur territoire contre d'autres mâles, qui se battent entre eux pour les femelles, ne nourrissent pas les femelles et n'ont pas besoin d'une sexualité constante. Ils attendent les périodes d'oestrus des femelles, donc pas dépenser d'énergie, hein, aller essayer de culbuter une femelle pour rien. Hein, donc ils attendent des périodes d'oestrus, hein, en défendant le territoire contre les autres mâles. Et à ce moment-là, ils vont essayer de s'imposer. Comme les gorilles, le plus fort vient s'imposer. Hein, ou chez les chimpanzés, tout le monde couche à ce moment-là avec la femelle. En général, c'était assez orgiaque sur les chimpanzés, particulièrement plus sur les bonobos, dans toutes les espèces. Et à ce moment-là, la femelle reçoit une quantité de sperme importante à ce moment-là. Mais c'est elle qui continue à nourrir les petits. Donc les mâles sont attirés par les femelles. Les milfs, comme on pourrait dire, hein, actuellement, les mâles des grands primates sont plutôt attirés par les milfs, alors que chez les humains, c'est l'inverse. L'humain va plutôt être attiré par les jeunes femelles, les jeunes femmes, pour la bonne raison qu'il n'a pas à chercher une femelle expérimentée pour trouver de la nourriture, pour nourrir son petit et lui apprendre la vie, hein, en forêt. Hein. C'est lui, le mâle, qui en général va chercher la nourriture chez l'être humain. Donc il va plutôt chercher une femelle qui n'a pas eu de petit, hein, et qui aura l'attrait de la jeunesse, c'est-à-dire la bonne conformation, montrant la jeunesse, et montrant qu'il est une femelle ayant des seins plutôt apparents, montrant qu'elle a à ce moment-là qu'elle est féconde, puisque les estrogènes vont faire pousser la poitrine, alors pas que, les fesses aussi, bien sûr, et à ce moment-là, l'homme va voir dans cette poitrine qui commencera à sortir, qui sera gonflée, le signe de la fécondité et de la jeunesse, tout simplement, pour optimiser ses chances de survie. Comme c'est lui qui les nourrit, il n'a pas besoin de prendre une vieille expérimentée. Il va prendre une jeune féconde. Et l'avantage de la jeune féconde, c'est que tu ne risques pas, si tu es un mâle humain, d'aller nourrir cette femelle et en même temps de nourrir les petits d'un autre. Hein. Alors bien sûr, maintenant, il y a des couples recomposés, on est dans un autre monde qui a évolué. Hein. Je parle d'un temps que les moins d'1 million d'années ne peuvent pas connaître. Mais à cette époque, il était plus important, même maintenant ça compte aussi un peu, hein, d'aller avec une jeune femme qui n'avait déjà pas eu d'enfant pour pas avoir à nourrir la portée d'un autre mâle. Et oui, c'est comme ça, celui qui optimise ses chances de survie, c'est celui qui optimise ses chances de transmettre ses gènes, c'est ce qu'il faut. Hein. Donc il optimisait les chances de transmettre ses gènes en prenant des jeunes
en prenant une jeune femelle, en la gardant, hein, ou bien en accumulant les jeunes femelles, hein, s'il était un mâle dominant, pour optimiser ses chances de transmettre la vie. Donc une jeune femelle a des seins qui sont bien conformés et qui sont apparents, montrant le bon taux d'estrogène dû justement à la fertilité. Ce n'est plus une enfant, c'est une femme, on peut se reproduire avec. Et ça, c'est très important de le voir. Alors, l'évolution est quelque chose qui se fait progressivement, sans volonté propre des hommes, hein, mais c'est la sélection des caractères, on va dire, physiques, biologiques, et aussi des caractères intellectuels. Hein. Il y a une sélection les plus adaptées qui font que c'est celui qui a les meilleurs gènes qui va survivre. Et mieux encore, le système s'est affiné. Les hommes, à ce moment-là, les femmes indiquent par leur sein, quand elles ont des petits, hein, le tractus fibreux de la poitrine, hein, qui maintient les seins fermes de la jeune, commence avec l'allaitement à se détruire, puisque c'est des fibres de collagène qui structurent tout le sein. Donc quand votre sein gonfle, quand vous êtes une femme, hein, il se casse avec le gonflement des glandes mammaires et puis l'inflammation que ça peut créer. Il va y avoir une rupture des fibres, des tractus fibreux des seins, qui va faire que les seins vont perdre leur tonicité, et avec les allaitements successifs, hein, les seins vont se mettre à tomber, ce qu'on appelle les seins en gants de toilette. Alors l'homme est habitué à sa femme, il l'aime, mais c'est aussi une indication pour le mâle d'en face de ne pas aller courtiser une femelle, donc une femme qui a des seins qui tombent, parce que des seins qui tombent, c'est-à-dire qu'elle a déjà des enfants, donc vous allez être obligé de nourrir une femme et des enfants qui ne sont pas les vôtres, des petits qui ne sont pas les vôtres. On est dans une pure logique évolutive. Le monde a bien changé, l'État prend en charge la survie des petits, une femme peut avoir plusieurs amants, plusieurs maris, mais pendant très longtemps, nous étions dans un système qui était beaucoup plus dur, avec un apport de calories plus limité, hein, ce qui était assez dur, hein, et il y avait des systèmes évolutifs qui se sont mis en place. Donc la visibilité du sein qui tombe indique bien sûr une femme qui est déjà en main pour un mâle, et ça va éviter à ce mâle de la courtiser, mais aussi de nourrir des petits qui ne sont pas les siens, mais aussi d'affronter un mâle qui est en train de nourrir sa femelle, hein, donc d'éviter des troubles dans le groupe. Donc on va avoir, l'homme plutôt, l'attirance pour une femelle avec des seins bien fermes. Alors il faut bien faire attention, ce n'est pas vraiment la taille des seins qui compte chez l'homme. Beaucoup de femmes peuvent dire, j'ai des petits seins. Non. C'est surtout le fait que le sein tombe ou pas. De grosses mamelles, certains aiment, de plus petits, il y en a qui aiment. Ce n'est pas la taille réellement qui induit le plus, on va dire, d'attirance de la femme pour les hommes. Bien sûr, au Nord, on aime bien les gros seins pour d'autres raisons, je vais vous l'expliquer. Hein, plus qu'au Sud, où c'est plutôt les fesses, hein, mais le sein indique quand même la jeunesse. Mais ce qui compte le plus pour un homme, c'est pas forcément la taille, pour les hommes en général, c'est plutôt la fermeté du sein qui indique que la femelle a déjà eu des enfants ou n'en a pas eu. Ce qui évite d'avoir des problèmes pour l'homme en nourrissant un petit qui n'est pas le sien, et aussi d'avoir des affrontements dans le groupe, dans la communauté, en prenant la femelle d'un autre mâle, l'homme étant quand même territorial et attaché à sa femelle ou à ses femelles, évitant ainsi les groupes qui pourraient, les combats entre mâles pour une femelle qui pourraient déstructurer l'unité du groupe, et tout le monde sait que le groupe est le garant de la survie de l'individu. Donc, en fin de compte, le fait d'avoir les seins qui tombent, c'est quelque chose qui, pour beaucoup d'hommes, est rédhibitoire, indique l'âge. Il y en a qui aiment ça. En Allemagne, on voit des sites avec des vieilles femmes qui sont... c'est très la matrone allemande, mais ça, c'est propre à certaines cultures. Mais globalement, c'est comme ça. Alors, on peut voir quelque chose qui est assez drôle aussi, c'est la prédominance de l'attirance pour les fesses ou pour les seins en fonction des ethnies. En vérité, c'est en fonction du milieu dans lequel vivent les ethnies. On ne va pas parler de race, on va parler d'adaptation au milieu. Bon, maintenant, les gens se mélangent, on bouge avec les avions. Maintenant, il n'y en a plus, on bougeait avec les avions. Il y a des migrations très importantes, mais il faut savoir, pendant des centaines de milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, après des centaines, ça ne bougeait pas autant. Ça bougeait, mais pas autant que ça. Ça bougeait d'une façon différente, on va dire. Donc, on peut s'apercevoir que dans les régions tropicales, il y a un intérêt pour les hommes plus important pour les fesses que pour les seins, et
plus on remonte au nord, alors bien sûr, les cultures, c'est un peu différent, mais on a plutôt une attirance pour les seins plutôt qu'une attirance pour les fesses. Bien sûr, tous les hommes aiment les femmes avec de belles fesses et des beaux seins. Mais il y a globalement une attirance. Vous allez au Brésil, l'attirance c'est pour les fesses, et les Américains, par exemple du Nord, c'est plutôt pour les seins. En Europe, on retrouve aussi un peu ce système-là, et c'est quelque chose qui est lié, qui est vraiment lié au climat, c'est-à-dire que au sud, les individus ne sont pas sélectionnés, il n'y a pas de sélection hiérarchique, pour accumuler du gras sur tout le corps. Donc, les gens sont plus dénudés, et le panicule graisseux va se retrouver chez la femme un peu sur les seins, mais beaucoup sur les fesses, et moins sur tout le corps, pour la bonne raison que si vous êtes, par exemple, dans un pays tropical, avec un panicule adipeux sur tout le corps et des gros seins, vous allez monter en surchauffe, et vous allez avoir de graves problèmes de thermorégulation, particulièrement au niveau du cerveau. Donc c'est pour ça que les Africains en général ont des localisations graisseuses beaucoup plus localisées autour des hanches et plutôt au niveau des fesses. Chez les Africaines, c'est essentiellement au niveau des fesses. Et ainsi, cette localisation graisseuse au niveau des fesses et moins sur le reste du corps pour ne pas monter en surchauffe, bien transpirer et pas monter en surchauffe, surtout dans les zones tropicales. Donc les Africains vont surtout être attirés par de la fesse rebondie qui indique aussi quelque chose d'assez important, puis les gens sont plus dénudés, pour des questions de thermorégulation bien sûr, que la femme est bien conformée pour pouvoir nourrir, donc allaiter sur ses propres réserves et faire grandir un petit dans son ventre grâce à ses réserves accumulées sur ses fesses en général. On sait très bien que les fesses, ce sont les zones graissières qui sont le plus rapidement utilisables pour nourrir un petit en plein développement dans le ventre de la maman. Donc il y a cette attirance pour les hommes qui voient ces fesses, pour les hommes au sud, pour les fesses bien sûr, parce qu'elles sont visibles au sud, alors qu'au nord, elles vont être couvertes souvent par des habits. Mais comme au nord, il y a une espèce de couverture aussi de la femme générale par un tissu adipeux la protégeant aussi du froid, et ce besoin aussi en zone non tropicale d'accumuler beaucoup d'énergie pour passer l'hiver, maintenant il y a les supermarchés, mais pendant très longtemps, la femme va se couvrir d'un tissu adipeux général, et aussi sur le haut du corps, qui va montrer les seins, et quand les seins vont bien se gonfler de gras, c'est pas les glandes mammaires qui prennent à peu près la même taille chez quelqu'un qui a des petits seins ou des gros, mais des gros seins qui sortent avec un balcon important et cette fente qui va apparaître, on dit que oui, ça ressemble aux fesses, oui, ça ressemble aux fesses, mais c'est surtout que le fait de montrer ses seins, de montrer de bons gros seins, montre que la femme a des réserves de gras bien placées et avec un taux d'estrogène bien élevé pour, au nord, pouvoir nourrir ses petits, puisqu'en général, les fesses sont cachées. Donc on va aimer le gros popotin, on va aimer les bonnes fesses, mais on aimera aussi les gros seins. Il y a une attirance pour les seins, puisqu'ils indiquent en vérité, au nord, une adiposité importante permettant de nourrir les petits. Alors qu'au sud, on le voit uniquement sur les fesses, parce que si une Africaine, par exemple, en zone subtropicale humide, avait des gros seins, elle monte en surchauffe, et c'est gênant. Donc il y en a qui ont des seins énormes, bien sûr, mais en général, c'est la fesse qui prend tout, surtout quand il fait très chaud, et on se retrouve au nord avec plutôt une attirance pour les seins, chez les hommes, mais aussi pour les fesses, parce que les seins sont visibles de face, et ils ne sont pas couverts d'habits. Bien sûr, les habits, c'est quelque chose de très nouveau en Afrique. Comme je dis tout le temps, en Afrique, la nudité n'est pas vulgaire. On est vulgaire dans son comportement, tout simplement parce que pendant des milliers d'années, les textiles n'existaient pas, et les hommes étaient plus ou moins nus, et on ne pouvait pas se couvrir, surtout en milieu humide et chaud, parce que les humidités fait apparaître des champignons qui ouvrent la peau et lui permettent ces champignons font des ouvertures dans la peau qui permettent à des bactéries de rentrer dans le corps et de créer des infections, et tu meurs tout simplement. Donc le fait de bien transpirer, d'avoir le corps en transpirant mais à l'air libre, évitait justement la prolifération de champignons et de bactéries risquant d'entraver la survie de l'individu. Donc on est plus nu, mais par contre on monte ses fesses au nord, on se couvre, on transpire moins, et la femme va montrer plutôt sa poitrine, son décolleté, en se couvrant bien, elle va montrer de face qu'elle est fertile. C'est pour ça qu'il y a cette attirance sud-nord. Alors, dans le Maghreb, dans les pays à calories limitées, c'est un peu différent, il ne fait pas froid,
il fait chaud, on est obligé de se couvrir complètement. La répartition est encore différente, il y a une espèce d'attirance mixte, mais les femmes doivent se cacher pour des raisons que j'ai déjà expliquées de régulation démographique, puisque le peu de nourriture dans les zones semi-désertiques du Moyen-Orient et des zones désertiques font que les hommes ont des comportements où il y a une espèce de mise de côté de la femme pour ne pas tenter les hommes qui s'affronteraient dans un groupe pour avoir les femmes. Et s'il y avait des petits qui naissaient et que l'homme ne peut pas les nourrir, ça crée un énorme problème, des petits qui mourraient avec la maman. Donc ce sont des zones à calories limitées qui sont régies par un système très particulier où les femmes sont... Mais de toute façon, on aime dans ces régions-là les femmes étant capables d'accumuler de l'énergie sur les fesses et aussi sur la poitrine puisqu'elles sont couvertes. C'est une espèce de culture où on va plutôt apprécier les femmes rebondir. Regardez, danseuses du ventre, mais en vérité, ça veut dire que c'est des femmes qui accumulent de l'énergie dans un milieu où l'énergie peut manquer. Elles l'accumulent partout. Donc c'est encore des femmes, même si elles sont voilées, ils vont aimer les femmes plutôt corpulentes. Et les Européens vont être plutôt attirés par les seins, ceux des zones tropicales par les fesses. C'est très intéressant de comprendre ça. Tout ça est lié au milieu. C'est intéressant de comprendre tout ça. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres petits trucs à dire sur les fesses et les seins? Non, voilà. L'important, c'est surtout qu'ils ne tombent pas pour indiquer, bien sûr, pour indiquer que la jeune femme est jeune et fertile. C'est plus la tonicité du sein que son volume qui est le plus important chez les hommes. Et c'est pour ça que les hommes arrivent à voir quand la femme est fertile, ils recherchent la jeunesse, les autres primates recherchant plutôt la femme expérimentée. Voilà, tout ça. J'ai fait un petit rappel. J'espère que ce petit rappel est intéressant. Je ne l'avais pas traité aussi bien. Je l'avais traité il y a 1 an. Donc, dedans, il y a une explication quand même qui est quelque chose de novateur. C'est la disparition des périodes d'oestrus, qui, comme je le dis tout le temps, je devrais avoir un prix pour ça. Mais bien sûr, c'est très dur puisque j'ai répondu aux questions que se posaient des prix Nobel qui ne l'avaient pas trouvé. Bon, c'est ma spécialité aussi, l'évolution et l'anatomie. Voilà. Je vous dis, c'est ma spécialité, c'est que pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est quand même mon boulot et j'en vis depuis 20 ou 30 ans et que j'ai vendu plus de 5 millions de livres. Maintenant, je ne calcule plus. Dans le monde entier, où je suis la référence dans le domaine sur l'anatomie du système locomoteur, on va dire. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Réserve pour l'hiver, éviter de nourrir des petits qui ne sont pas les tiens. Voilà. Un peu de sociologie. Je crois que j'ai tout dit. J'ai expliqué pourquoi au sud, on préfère les fesses, pourquoi au nord, on préfère les seins. Tout ça, c'est parce que c'est visuel. Et la répartition graisseuse n'est pas la même. Au nord, on se couvre généralement et on voit devant, on est habillé, on peut pas voir, on voit les seins des femmes en avant quand elles avancent, et au sud, en zone tropicale, on est découvert, on peut voir les fesses. Comme je disais, il faut bien penser qu'on est découvert au sud et couvert au nord, et c'est pour ça que les femmes laissent apparaître un peu au nord la poitrine comme ça, et puis au sud elles font apparaître leurs fesses, plutôt leur corps en général, leur structure générale, parce que en général elles sont découvertes. C'est très récent les habits dans ces zones-là, et c'est pas la nudité n'est pas vulgaire. Maintenant les Africains se couvrent, mais il y a encore quelques temps ils étaient tout nus, ou pratiquement tout nus. Et la vulgarité n'était pas dans la nudité, mais dans l'attitude, je le dis tout le temps. Alors qu'au nord, bien sûr, avec le climat, si vous commencez à vous mettre tout nu devant tout le monde, c'est vulgaire. Pourquoi? Parce que c'est de la folie. Vous montrez des caractères sexuels qui sont d'habitude cachés et qui ne se montrent que dans l'intimité du couple, parce que autrement, vous êtes couvert pour éviter de crever de froid, tout simplement, ou d'avoir froid. Même l'été, c'est pas évident le soir. Donc, on n'est pas habitué et on ne montre ses caractéristiques sexuelles. On montre que son sexe, ses seins, ses fesses, selon le pénis, les fesses et seins pour la femme et pénis pour l'homme, que dans la sphère intime du couple. Et si on le montre à l'extérieur, ça va créer des problèmes, des excitations qui n'ont pas lieu d'être. Alors qu'en Afrique,
une femme nue ou un homme nu ne pose aucun problème, et même encore maintenant, dans certains endroits, ne pose aucun problème de perturbation de l'ordre du groupe, hein, puisque c'est l'attitude qui génère l'envie sexuelle, hein, et pas la nudité. Hein. Donc deux zones différentes, et quand vous allez dans les zones à calories limitées, hein, comme le Maghreb, comme le Moyen-Orient, on couvre les femmes, hein, complètement, et on fait de la limitation de naissance, hein, et les hommes ont une espèce de frustration là-dessus, puisqu'ils ne peuvent pas avoir accès aux femmes, qui crée une certaine agressivité, mais qui est valable pour défendre un territoire à calories limitées. Et c'est que l'homme qui aura assez d'énergie pour nourrir la femme, hein, et donc assez d'alliance entre les hommes, bons commerçants, bons guerroyeurs. Maintenant, il y a moins de guerroyeurs, mais il y a encore, hein, dans ces zones-là, très agressifs, qui aura la possibilité d'avoir une ou plusieurs femmes. Les autres devront se tirer un peu sur un spaghetti, hein, parce que c'est le plus puissant, donc celui qui peut nourrir les femmes, qui a accès aux femmes. C'est assez dur pour les hommes qui ne trouvent pas de femmes, mais ça permet de mettre les femmes de côté, de ne les donner qu'à ceux qui ne peuvent les nourrir. On les voile pour pas énerver ceux qui n'ont pas accès aux femmes. Hein, c'est très primaire, mais ça vient pas de la bêtise des individus du coin, mais du fait que le manque énergétique oblige à avoir des attitudes, une génétique et une culture extrêmement rigoureuse sur l'accès aux femmes. Évidemment, ça change avec les lieux. L'Europe, c'est très riche. Hein. Dans les fêtes de village, on peut rigoler, boire, la femme monte ses seins. Hein. C'est encore différent. En Afrique, on peut être tout nu toute la journée, ça ne pose aucun problème. La vulgarité et la sexualité varient, bien sûr, et l'accès aux femmes et aux hommes aussi varie en fonction des milieux. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo qui, j'espère, vous aura ouvert l'esprit. Hein, petite vidéo sur les seins et les fesses. Je vous aime et paix sur terre!